Bonjour et bienvenue à notre dernière session des Days of Metal France. Euh, pour tous ceux qui viennent tout juste de se joindre, je voudrais juste faire une petite indication au cas où vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&A ou bien si vous souhaitez participer à la discussion, vous pouvez lever la main et on va vous inclure dans la discussion avec Adrienne avec votre vidéo et caméra. Donc, je viens déjà de mentionner notre prochain participant, c'est Days of Metal France, c'est Adrien Wright, qui est un des fondateurs et le dirigeant de Laserhub. Une des multiples raisons pour lesquelles Laserhub est aujourd'hui présent en France, c'est que Adrien parle français, mais pas la seule. Du coup, bonjour Adrien, nous sommes très contents que cette session Days of Metal France se réalise enfin. Comment vas-tu? Est-ce que tu es content de l'avoir aussi après le grand succès de Days of Metal Allemagne? Ben oui, c'est sûr, super content d'être là et merci de m'avoir invité pour parler un peu de laser rap en général et aussi de laser rap en France. Oui, bah on a fait des Days of Metal en Allemagne au mois de mars. Je crois que ça a super bien marché et comme la France est un de nos marchés clés après l'Allemagne, bien sûr, on voulait faire la même chose en France. Et je suis bien content de, oui, parler un peu de l'idée générale derrière Laser Hub et de ce qu'on est en train de développer. Et oui, je suis très content d'avoir cette possibilité en français. Du coup, désolé pour l'accent allemand, mais je fais mon mieux pour bien me débrouiller. Tu te débrouilles très bien. Du coup, on est tous contents de t'avoir et on a hâte de voir ce que tu vas nous dire aujourd'hui. La scène est à toi, Adrien. Ok, parfait. Je vais juste vite fait chercher ma présentation une seconde. Bien sûr. Je pense que ça... Est-ce que ça marche? Présentation ou pas? Pas encore. Non. Ça marche pas. Bon, du coup, je fais marche arrière. Une seconde. C'est ça, on est une startup digitale, mais parfois ça marche pas quand même. Ok, c'est là. Maintenant, ça devrait marcher. C'est là maintenant ou pas? Non. Ah, ça y est, ça y est. Ça y C'est est, bon. parfait. Bon, alors, on parle un peu de Laser Hub, comme j'ai dit, finalement de la digitalisation de l'approvisionnement des pièces métalliques sur mesure, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on a choisi justement des pièces en métal pour passer beaucoup de temps avec? C'est tout simplement parce qu'on adore ce qu'on fait, on adore les matériaux et ça tout simplement parce que une vie moderne sans pièces des métaux, c'est impensable en fait. C'est partout autour de nous et je crois que pour nous, c'est très important que c'est quelque chose de physique, quelque chose qu'on peut voir autour de nous, tout simplement parce qu'en réalité, on travaille beaucoup sur la digitalisation et du coup, et pour ça, c'est quand même sympa qu'à la fin, on a un produit qu'on peut toucher, qu'on vend à nos clients. Euh, mais un autre côté fascinant, c'est en fait la technologie. Je crois que vous connaissez tout, une machine laser. Et moi, j'ai travaillé pendant 10 ans pour le leader mondial pour des machines comme ça, pour une entreprise qui s'appelle Trumpf, aussi de l'Allemagne. Et pendant ces 10 ans, là, on a vu une énorme augmentation de l'efficacité de ces machines. Une machine laser, comme ça coupe à peu près 8 fois plus vite aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On a eu, avec la technologie fiber, on a eu un succès énorme et c'était un vrai plaisir de voir comment ça se déroule. Mais en même temps, il y avait une expérience un peu frustrante. On avait vendu des machines hyper performantes sur un côté, mais sur l'autre côté, la performance qui était là, en réalité, était beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible dans le sens, ces machines comme ça n'étaient pas utilisées pendant 24 heures par jour. En réalité, c'était plus quelque chose comme 6 heures par jour. Du coup,
sur un côté, une productivité énorme, sur l'autre côté, beaucoup de pertes en réalité. Euh, j'ai regardé pendant des années pourquoi c'était comme ça et en résultat, j'ai pris la conclusion que c'était justement les processus entre les clients, entre les acheteurs et les fournisseurs euh, qui n'étaient pas vraiment au même niveau que les machines. Ils étaient ou ils sont enlisés dans le passé. On peut dire que justement dans cette relation client-fournisseur, on est là où on était aussi il y a 20 ans. Et c'est quelque chose qu'on va changer parce que il y a beaucoup de problèmes si on continue de travailler comme ça. Euh, pour le client, si on pense à un acheteur professionnel, si ils veulent acheter des pièces faites sur mesure, c'est clair qu'on parle de quelque chose qui est complexe. C'est complexe, on a beaucoup de matériaux différents, on produit à base d'un dessin, quelque chose sur mesure, qu'on va combiner avec plusieurs technologies différentes. Et du coup, en soi, si on juste regarde la catégorie, c'est complexe. En plus, qu'est-ce qu'on a? On a une évolution sur le cycle de vie d'un produit. Du coup, parfois, on a besoin juste une pièce pour un prototype. Quelques semaines plus tard, on a besoin d'une centaine, même des mille de pièces pour des séries, par exemple. Et ça aussi, ça augmente juste la complexité. J'ai besoin d'autres fournisseurs pour ça et vite fait pour une catégorie qui peut être assez petit au niveau du volume d'achat. D'un point de vue d'un acheteur, c'est quand même, ça consomme beaucoup de temps. Et tout ça, je dois faire avec des instruments archaïques. Je peux écrire un email, je peux prendre le téléphone. Euh, Comme j'ai dit, on fait aujourd'hui pareil qu'il y a 20 ans. Il y a quelques problèmes sur ce côté, mais je crois que c'est encore pire sur l'autre côté. Au niveau du producteur, c'est lui qui reçoit des emails. Il doit les travailler, il doit les comprendre, il doit préparer une offre, ce qui consomme beaucoup de temps en soi. Et en réalité, le problème qu'ils ont, ils écrivent beaucoup d'offres qui se convertissent jamais dans dans une commande. Et du coup, ils perdent beaucoup de temps. Ils perdent beaucoup de temps et ils peuvent pas vraiment utiliser leur machine au niveau parfait. Et ça comme problème, le deuxième point ici, les machines sont pas utilisées au, au bon niveau, je veux dire. On a une demande qui est fluctuante. Ça peut dire peut-être la première semaine du mois, on a beaucoup de travail. 2 semaines plus tard, on n'a pas beaucoup de travail. Et du coup, on ne peut pas utiliser les machines à l'optimum. Troisième raison pourquoi il y a un grand problème, bien sûr, le client, il veut pas travailler avec beaucoup de clients. Du coup, avec beaucoup de producteurs, du coup, il force les producteurs à faire des choses qui sont pas vraiment dans leurs compétences clés. Ce qui en réalité aussi crée des problèmes dans la production. Avec tout ça derrière, on a pensé il y a 4 ans qu'on va changer tout ça et on va digitaliser tout ce processus d'une façon qu'on va digitaliser le processus de passer une commande et faire tout ça en ligne. Les clients arrivent avec un CA2, ils peuvent faire leur configuration en ligne et ils ont un offre instantanéen et ils peuvent juste cliquer comme ils connaissent sur Amazon et acheter les pièces. Une chose qui est super importante ici, c'est que LaserApp, après, est le partenaire contractionnel. On est responsable, on prend le risque, on est responsable qu'après, tout ce qui vient après, la production, la logistique, que ça marche. Du coup, on va chercher le fournisseur qui est le plus capable de produire les pièces.
On s'en occupe de la logistique et finalement, on doit être sûr, on doit assurer que les pièces sont fournies chez les clients dans les spécifications. Ils veulent dans la qualité qu'ils qu'ils ont besoin. Et tout ça, juste, je répète, avec LaserHub comme partenaire contractionnel. Ça veut dire finalement, tout ça, tous ces problèmes de gérer des fournisseurs, de trouver le fournisseur qui est le plus apte pour fabriquer les pièces, c'est avec nous. On a écrit quelques secondes que ça dure pour passer une commande. Oui, finalement, après, je dirais 5 minutes, on peut placer une commande simple chez nous. Et derrière là aussi, on a essayé d'automatiser le plus possible. Mais je dois avouer en même temps que on a des êtres humains qui sont là encore et c'est quelque chose de bien qui vérifie les pièces encore, qui peuvent aller en contact avec les clients si jamais il y a par exemple des spécifications qu'on peut pas faire à la fin. Et c'est un discours qui est très très important. En réalité, j'ai parlé du fait qu'on veut augmenter l'efficacité de la production. Et comment est-ce qu'on fait ça? Finalement, avec nos fournisseurs, on essaye d'avoir une régularité dans la prise de commande pour avoir une utilisation optimisée des machines. On est tout à fait d'accord si un fournisseur nous dit on ne peut pas travailler avec vous à l'instant parce qu'on a trop de travail, mais peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. Et justement, comme j'ai dit, on veut essayer que les machines sont utilisées à l'optimum si un fournisseur travaille avec les Arabes. Après, on essaye de comprendre exactement la compétence clé de chaque producteur. Et aussi, comme ça, on peut réduire les coûts de production. Par exemple, on peut réduire la complexité pour un fournisseur. On peut assurer qu'il y a moins de rebut de matière. Ce qui est très important, et spécialement dans la tôlerie où on perd à peu près 40% de matière est perdue dans le processus de production. Et c'est un grand échec, un grand objectif, un grand challenge pour nous de réduire ça. Finalement, bien sûr, on fait moins d'erreurs dans un processus numérique où il y a beaucoup moins d'interventions manuelles. Et pour ça aussi, finalement, on augmente l'efficacité parce que chaque réclamation qu'il y a crée bien sûr des problèmes dans la production. Je vais vous donner un exemple réel qu'on a eu d'un client qui illustre, je dirais, assez bien l'avantage qu'on a avec le fait qu'on est entre clients et fournisseurs. Ce client à nous, il a fait un essai, il a testé ses fournisseurs, il travaille avec 4 fournisseurs, il a testé plusieurs pièces différentes avec plusieurs quantités différentes et justement, il a partagé avec nous combien ça coûtait par fournisseur et si les fournisseurs étaient pas capables de produire ces pièces. Et ce qu'on voit ici, c'est à quel point c'est énorme la différence des coûts de production. Parfois, c'est le double ici entre, par exemple, fournisseur A, fournisseur C. Même si on parle de quelque chose qui est assez standard, en fait, les changements de prix sont énormes. Et ce qui est énorme aussi, c'est bien sûr les capacités de produire certaines pièces. Et pour un fournisseur, c'est assez difficile, hein, bien sûr, de gérer ça. Et on peut dire aussi pour les est-ce que j'ai dit c'est difficile pour les fournisseurs? Je dois me corriger. Pour les clients, c'est difficile de gérer autant de fournisseurs. Mais pareil, au contraire, pour les fournisseurs, c'est chiant en fait d'être confrontés avec des pièces où ils donnent une offre et ils sont déjà sûrs que finalement, ça va pas se matérialiser. Par exemple, parce que ce fournisseur-là, il n'est pas spécialisé sur des grandes quantités. Là, on voit clairement, celui-là, il est plus spécialisé sur de petites quantités. Là, il peut être vraiment compétitif. Et notre travail
finalement, ton Laser Hub, c'est pas juste travailler avec 4 fournisseurs, c'est travailler avec une centaine de fournisseurs et pour chaque commande, trouver le fournisseur qui est le plus capable, le moins cher pour produire ces produits. Et pour pouvoir faire ça, il y a ce côté digital, bien sûr, mais il y a aussi ce côté, je dirais réel. On doit connaître les fournisseurs bien par cœur, en détail. Ça veut dire on a un processus de recrutement qui est très, très approfondi. Et on parle vraiment d'un processus de recrutement. C'est un peu l'analogie avec des ressources humaines. C'est fait exprès. On a 5 étapes qu'un fournisseur doit faire jusqu'à qu'il est accepté par nous, justement pour bien les connaître, pour connaître leurs compétences clés, pour connaître beaucoup sur eux. Pour ça, on a aussi une base de données qui est très, très détaillée. Et après, une fois qu'on a commencé à travailler avec eux, on essaye d'avoir une interaction quotidienne. On veut être en contact tous les jours, justement pour assurer que bah, au terme le plus simple, que ça marche. Et ça doit marcher parce que j'ai dit avant que donc Laser Hub, on prend le risque que le supply chain marche. Et pour ça, on met beaucoup d'efforts hein, dans la sélection des fournisseurs. En parlant des fournisseurs, bonne nouvelle, et moi je suis très très content qu'on a fait cette étape. On va bientôt arriver en France aussi avec des fournisseurs locaux. On va bientôt pouvoir offrir des pièces fabriquées en France. Et c'est quelque chose qu'on fait sur 2 raisons. Première raison, on croit en France. On a choisi la France exprès comme notre premier marché à l'étranger. Et du coup, on a beaucoup d'intérêt de le développer bien de notre part. Sur l'autre côté, c'est la vision de Laser Hub, c'est produire localement. On veut être réactif, on veut être vite, on veut assurer que justement cette supply chain marche très très bien et que nos clients ils peuvent produire. Et tout ça, c'est beaucoup plus simple si c'est local. On a eu une grande confirmation pour ça pendant les crises qu'on a en ce moment. Ben, ça a commencé avec Covid, que les frontières étaient fermées parfois, ce qui a créé beaucoup de problèmes pour les clients qui avaient des fournisseurs un peu partout dans le monde. Ça, c'est un côté. L'autre côté, justement, Covid est derrière nous. Après, on a eu une crise des matériaux. Maintenant, on a une crise des livraisons. En fait, la logistique est totalement débordée. Et pour ça aussi, c'est un grand avantage d'être très proche. En même temps, je veux dire, être très proche, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement très proche au client pour tout. D'avoir une grande raison avec beaucoup de fournisseurs, ça reste très très important pour faire pour pouvoir aussi offrir des choses qui sont un peu plus exotiques. Et bien sûr, pour ça, parfois, ça peut arriver aussi qu'on va livrer des choses encore de l'Autriche ou de l'Allemagne vers la France, tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas un producteur si spécialisé en France. C'est la fin. Bah, merci beaucoup d'avoir me donné la chance de présenter. Et si jamais vous avez des questions, je suis ravi de répondre. Merci. Merci à toi aussi, Adrien, pour cette présentation. Je pense que après ton intervention, il n'y a plus aucun doute que la digitalisation de l'industrie métallique est une nécessité et non plus une option ou un futur qu'on n'arrive pas à concevoir. C'est quelque chose qui est déjà là et dont on a besoin. Justement, vu que c'est l'édition de Days of Metal France, concentrons-nous un peu sur la France. Et
en commençant avec cette bonne nouvelle qu'on aura bientôt des producteurs français, mais aussi en prenant un peu de distance. En fait, comment avez-vous décidé de développer la France et quelles sont les différences que tu vois aujourd'hui au niveau des deux pays, la digitalisation de l'industrie des deux pays? Ouais. Bah, on a choisi la France pour deux raisons. Je crois, je dirais, il y avait une raison stratégique qu'on a décidé, on voulait travailler avec une marché qui est assez grande, ce qui est vrai pour la France, pas si grande que l'Italie, on va dire, au niveau des productions des pièces en métaux, mais sûrement une très grande marché en Europe. Deuxièmement, c'était plus pragmatique. Je dois dire pragmatique dans le sens, on voulait être encore assez proche et bien sûr, c'est beaucoup plus simple pour nous au niveau de logistique, par exemple, de, euh, de servir la France de la part de l'Allemagne que par exemple l'Italie avec plusieurs frontières et tout simplement plus de distance. Et l'autre côté vraiment pragmatique, justement le fait que je parle français et qui m'a donné la possibilité de parler avec des clients, de parler avec des fournisseurs, c'était quand même un avantage pour commencer. Euh, pour parler des différences entre les pays, euh, ce qu'on a réalisé, c'est que les Français veulent avoir plus de contact humain que les Allemands avant de rentrer en contact et avant de rentrer dans une relation client-fournisseur. C'est pour ça aussi on a investi beaucoup d'avoir plus du personnel qui parle français. Euh, Deuxième raison, c'est encore quelque chose qu'on travaille dessus. On a l'impression, et je dois dire, c'est l'impression, c'est pas encore confirmé, que pour les Allemands, par exemple, la simplicité d'un processus, la, la possibilité d'épargner au niveau du travail pour l'acheteur joue un très grand rôle, joue parfois un plus grand rôle que le coût des pièces. Et on a l'impression qu'en France, c'est souvent l'inverse, que les clients acceptent un peu plus de travail sur un côté pour avoir un prix plus compétitif. Mais c'est sûr et certainement quelque chose aussi qui a investigué, qui a trouvé aussi de développer une réponse de notre part. Comment, comment, comment on répond à ça au niveau de notre produit? Mhm, mhm. Effectivement. Et j'aime beaucoup le fait que à plusieurs reprises, tu as mentionné cette proximité qu'on garde avec nos clients, nos producteurs, parce que même si on parle aujourd'hui de la digitalisation de l'industrie métallique et de cette étape un peu hybride entre où on utilise à moitié des ressources humaines, à moitié des outils numériques pour arriver à la digitalisation complète, je pense que le contact humain reste toujours très important quoi qu'il arrive. Et il y aura toujours une relation humaine entre LaserHub et les clients et les producteurs. Donc, j'aime beaucoup que tu l'as mentionné plusieurs fois. Et c'est aussi, comme tu l'as mentionné également, la raison pour laquelle LaserHub a développé aussi des ressources francophones à tous les niveaux chez LaserHub aujourd'hui, aussi bien au niveau commercial, opération, finance. Donc aujourd'hui, on a cette structure humaine pour soutenir le développement digital de LaserHub en France aussi. Justement, comment on se rapproche de la fin de cette session et de notre édition Days of Metal France aujourd'hui. Parlons un peu de l'avenir. À quoi ressemble l'avenir de LaserHub? Bonne question. Euh, comment je vais dire court? Je pourrais parler de ça, je pense, pendant une heure. Tu as Bah, 5 minutes. c'est sûrement qu'on est
qu'on a commencé avec l'idée qu'on veut avoir un impact sur cette industrie. On veut pas juste être vu comme un autre fournisseur qui est peut-être un peu plus digital que les autres. Non, on veut vraiment changer l'industrie dans le sens qu'on veut être sûr que la productivité dans la production des pièces ne vient plus seulement des machines, mais vient surtout d'un processus autour des machines ou d'un processus idéal entre fournisseurs et clients et qu'on est sûr que la bonne allocation des commandes, que finalement ça a comme résultat un gain en productivité qui est énorme. Et justement, on est souvent aussi critiqué par le fait qu'on produit localement. Et beaucoup de gens disent que c'est trop cher, machin, mais moi, je suis convaincu qu'on peut encore avoir beaucoup des gains au niveau de productivité, justement si on fait cette partie bien. Et pour ça, je pense, on n'est pas encore là, on doit admettre, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si tu as parlé du futur, en futur, oui, j'aimerais bien qu'on ait un joueur qui a une contribution énorme à la productivité qui permet aussi après d'avoir une production locale. D'accord, je comprends. Je suis tout à fait d'accord et je pense que l'avenir est riche en possibilités, en opportunités pour Lazarev. Et du coup, pour conclure cette édition de Days of Metal France et de cette session, je voudrais te remercier Adrien d'avoir participé, d'avoir pris le temps de nous expliquer le process de digitalisation de l'industrie métallique qui est très important et qui est le futur de l'industrie aussi. Et je voudrais également remercier tous nos participants qui ont pris le temps aujourd'hui d'écouter nos sessions. J'espère que nous avons pu vous proposer un contenu intéressant, que nous avons pu vous rendre un peu plus curieux et que vous aurez aussi des idées de comment vous pouvez digitaliser vos process d'approvisionnement en pièces métalliques dans le futur. Merci beaucoup. Ce n'est que la première édition. Il y en aura d'autres. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très, très, très bonne journée et à bientôt avec Lazarev et les prochains Days of Metal qui arrivent bientôt. Bah, merci aussi de ma part. Un grand merci aux participants et un très très grand merci à l'équipe, notre équipe France. Un très bon travail et j'ai hâte de voir la prochaine édition. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.